C'est l'intro, c'est l'intro, pili bili bili bim, la belle intro. Tili, tili, tili. Biglor, 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 les résidus russes. Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier épisode de Big Lore. Je suis avec Quentin. Salut Quentin. Salut Marceau, salut à tous. Comment ça va ? Bah écoute, ça va super. Hâte de me lancer dans cette série d'émissions avec toi. Eh ben carrément, avec plaisir. Moi aussi j'ai très hâte. Et comme on vous l'avait annoncé dans le pilote, on va s'attaquer au premier tome de l'hérésie d'Horus aujourd'hui. Donc l'ascension d'Horus, écrit par Dan Abnett, est sorti en 2006. Du coup, Dan Abnett, c'est peut-être un auteur qu'on connaît un peu de loin. Enfin, en tout cas, moi, je le connaissais un peu de très très loin, et peut-être que toi aussi, parce qu'on est tous les deux aussi des gros lecteurs de comics, Ouais. et notamment de l'univers Marvel. Et Dan Abnett a déjà travaillé, en plus de son travail pour Games Workshop et plein d'autres licences, chez Marvel. Il avait notamment fait toute la série Annihilation Conquest et Way of Kings. Je sais pas si toi, c'était des événements qui te parlaient un petit peu ou que tu as lu. Alors non, en fait, j'avais jamais lu. Je connaissais le nom de Dan Abnett, voilà, dans l'univers, enfin en tant qu'écrivain de franchise chez Marvel, mais non, j'avais jamais rien lu de lui, in fine. Ouais, bah moi j'avais lu un peu Annihilation, notamment ce qu'il avait fait autour de Nova. Ouais. Et en fait, je me suis rendu compte que déjà en fait, tout ce qui touche chez Marvel, en tout cas, c'est en lien avec le côté cosmique de Marvel, quoi. Annihilation, ouais. ça parle vraiment du Nova Corps. Après, son autre série, Way of Kings, ça parle un peu la même chose d'une invasion cosmique avec les Inhumains, les Nova, les Gardiens de la Galaxie. Donc, il a quand même une affinité pour le space opéra de manière large, quoi. Ouais, c'est ça, quoi. C'est pas un débutant des univers, disons, de SF. Bah, exactement, et surtout que c'est un des grands architectes de l'univers littéraire de Warhammer, parce qu'il a fait toute la série Eisenhorn, Les Fantômes Oui. d'Ugun, qui ressortent un peu comme des ouvrages un peu Clé. incontournables Oui, phare. de l'univers Warhammer, ouais. Et aussi du Warhammer Fantasy, j'ai vu. Donc, franchement, un peu un touche-à-tout aussi. Il a fait aussi du Doctor Who, du Torchwood, donc on sent chez lui une affiliation pour la culture populaire, quoi. Ouais, un véritable auteur de l'imaginaire. D'ailleurs, on n'avait pas fait dans le pilote, mais on peut dire qu'il y a un peu un parallèle avec l'univers des comics et l'univers des séries littéraires dérivées de jeux divers et variés. C'est que c'est souvent plusieurs auteurs, en effet, qui s'attellent à des projets. Alors, je ne sais pas si, comme dans l'univers de Marvel, il y a un directeur de la publication et qui donne des ordres, un peu des indications aux autres auteurs. Mais en tout cas, là, on se lance avec comme premier auteur Dan Abnett et on va le retrouver d'ailleurs dans plusieurs autres tomes Ouais, par la suite. exactement, ouais. Et du coup, toi, qu'est-ce que t'en as pensé de ce premier tome, alors ? Eh bah, écoute, je trouve que c'était très bien. C'était globalement une très bonne surprise. Pourquoi surprise? Bah, comme on l'avait dit un peu dans le pilote, on peut partir avec un petit a priori négatif, disons, sur la qualité de l'écriture. Enfin, en tout cas, c'était mon cas. Et bah, j'ai été super agréablement surpris. J'ai été happé par l'histoire et par l'univers. Et surtout, il y avait une de mes peurs, c'était que ce soit un peu trop manichéen. Tu sais, je me suis dit, voilà, les Space Marines, nos héros, nos figurines, nos champions, le bien contre le mal et tout. Et finalement, c'était beaucoup plus nuancé que ça. Ouais, effectivement, je te rejoins sur le côté bonne surprise. J'avais à peu près les mêmes craintes que toi. Je m'attendais aussi à un truc très très manichéen avec les bons Space Marines qui vont propager un peu la bonne parole. Et je m'attendais pas à ce qu'il y ait des thèmes très très profonds dans le livre. Et finalement, le livre aborde quand même quelques thématiques dont on est un peu habitué en lecteur de science-fiction, mais qui sont très très cool de trouver là-dedans, quoi. Et franchement, ouais, des très bonnes surprises. Il y a franchement du point de vue. Alors, c'est pas un narrateur omniscient Oui. qui te raconte l'histoire. On va suivre quand même quelques personnages et leur point de vue. Ça déjà, c'est cool. Ça démontre quand même qu'il y a
qualité ou attention l'attention d'apporter une qualité au récit et c'est franchement cool. Et j'ai trouvé que c'était très bien rythmé, hein, aussi. Il y a une, maestria, je dirais, une maîtrise, réelle, de l'alternance, entre les flashbacks, les histoires qui sont racontées, les histoires qui sont vécues en temps réel et le rythme de l'action, comment dire? Nous entraîne, quoi et que c'est très bien monté. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on écoute maintenant un extrait lu de la toute première page de ce tome 1 qui va un peu nous donner des éléments de contexte par rapport à l'histoire qu'on commencera à analyser ensuite avec Marceau avec la partie 1 du livre. C'est une époque légendaire. Des héros continuent de se battre pour régenter la portion de galaxie que les vastes armées de l'empereur de Terra ont conquise durant leur grande croisade. Une myriade de races extraterrestres ont été écrasées par les combattants d'élite de l'empereur et effacées des annales de l'histoire. L'aube d'une ère de suprématie se lève sur l'humanité. Des citadelles éclatantes d'or et de marbre célèbrent les nombreux triomphes de l'empereur. Sur 1 million de mondes sont érigés des monuments rappelant les exploits épiques de ses plus formidables guerriers. Premiers parmi eux, les Primarques. Des héros surpuissants, imposants et magnifiques, l'aboutissement ultime des expérimentations génétiques de l'empereur, ont mené leurs armées de Space Marines de victoire en victoire. Les Space Marines sont les plus puissants guerriers humains que la galaxie ait jamais connus, chacun d'eux surpassant une centaine de soldats ordinaires. Organisés en légions de dizaines de milliers de combattants placés sous les ordres d'un primarque, ils ont conquis l'immensité spatiale au nom de l'Empereur. Le plus illustre parmi ces primarques est Horus, le glorieux, l'astre brillant, favori de l'Empereur. Il est le maître de guerre, commandant en chef de la puissance militaire impériale ayant assujetti 1 millier de mondes, grand conquérant, guerrier sans égal et diplomate suprême. Horus est une étoile montante. Mais jusqu'où une étoile peut-elle monter avant de retomber ? Dès le premier chapitre, on est un peu piégé parce qu'on nous dit j'étais présent le jour où Horus a tué l'empereur, sauf qu'en fait finalement on se rend très vite compte qu'on parle pas du même empereur, enfin de l'empereur auquel on pense. Et ça, j'ai trouvé ça déjà assez malin en fait. Ouais, c'était très smart. Alors voilà, donc la première partie, le livre est divisé en plusieurs parties. La première partie s'appelle Les Abusés et le sous-titre c'est, ouvrez les guillemets, j'étais là le jour où Horus a tué l'empereur. Et là on fait pam pam pam. What? Bah ouais, c'est ça, ouais. Je me dis, mais comment ça peut aller aussi vite, en fait, genre, et du C'est coup, moi, ça. je me dis, mais en fait, le truc va être un immense flashback et tout, du coup, ça va pas être hyper intéressant, mais en fait, l'auteur a été très, très, très malin, parce que, effectivement, il s'agit pas de l'empereur de l'humanité que nous connaissons, mais plutôt d'un empereur qui règne sur un système à 9 planètes, qui habite sur la 3e planète de ce système à 9 planètes. Donc déjà là, en plus, on nous trique encore un peu plus en disant, parce qu'on Ah oui. croit qu'il s'agit de notre système solaire. Et finalement, non, il s'agit d'un tout autre système qui vient d'être découvert par ceux qu'on va suivre, donc la 63e force d'expédition. Et ça, franchement, directement le livre m'a eu là-dessus, quoi, de me dire, ok, donc c'est un peu plus que ce à quoi je m'attendais. Ouais, c'est ça. Tout de suite, dès l'incipit, dès l'introduction, on est un peu happé par, via cette, mesquinerie, cette surprise, que nous fait l'auteur. Du coup, bah, de qui on parle en fait? De qui on parle? Pour ceux qui connaissent pas du tout, l'univers, et qui peuvent mettre, pour la première fois un doigt dans l'engrenage, de l'univers, Warhammer 40 000 ou là plutôt Warhammer 30 000 on va dire. C'est quoi Kezako? De qui il s'agit? C'est des humains. C'est des humains de Terre. Exactement. Ça se passe dans notre univers à nous. Ouais. Première C'est surprise notre déjà futur, quoi. pour moi. Je ne savais pas du tout que l'univers, de Warhammer 40 000 n'était pas, le futur de Warhammer, Fantasy,
mais était en fait le futur de notre univers à nous. Ouais, c'est ça. Bah, déjà, ouais, pareil, première surprise. Enfin, j'avais fait un peu des recherches il y a quelques temps, donc, mais je pensais au début, comme toi, qu'effectivement 40 000 était le futur de l'univers Warhammer. Et finalement, non, on se passe dans notre univers à nous, et en fait, nous, on fait partie du lore de Warhammer, quoi, parce que c'est notre futur. Exactement. On est officiellement dans le lore de Warhammer 40K. Eh bah, bravo, bienvenue, GG à nous. Mais ouais, mais après, ce qui est cool, c'est que ça, on va te l'expliquer directement, quoi. Oui. Au cas où toi tu saches pas, ce qui du coup était ton cas, c'est bien de me l'expliquer parce que ça permet de ne pas laisser dehors les gens qui n'auraient rien lu de l'univers 40K, quoi. Bah ouais, voilà, c'est ça, et même qui n'aurait rien à voir avec Warhammer Fantasy non plus. En fait, ça a rien à voir, et comme c'est une origin story, bah c'est un peu fait pour qu'on puisse aussi rentrer par cette porte-là dans l'univers. Et donc ça, c'était super, c'est une bonne surprise en démarrant le bouquin. Donc du coup, c'est quoi? C'est l'Imperium, donc l'Empire terrien dans le futur. Alors, on nous évoque, par-ci par-là, une réunification qui aurait eu lieu sur Terre à l'origine, il y a quelques centaines d'années, et donc l'empire, réunifié, l'empire Mm. de Terre, de Terra, notre planète, se, relance à nouveau dans la conquête, ou donc plutôt la reconquête spatiale dans notre galaxie que, l'humanité contrôlait jadis, mais, avec laquelle l'humanité a rompu les ponts. C'est ça. Donc en fait, il y a plein de parties de l'humanité qui sont perdues dans l'espace et qui ont pu évoluer de leur propre chef et dont l'empire que nous connaissons n'a pas eu de contact. Ouais, c'est ça, ça fait 5000 ans apparemment. Donc, Ouais. cela fait Mm. 5000 ans que les habitants de Terre n'ont plus de contact, enfin n'avaient plus de contact, avec les autres, colonies, terriennes, disséminées dans la galaxie. Et pour ça, du coup, pour la conquête, l'empereur a créé des primarques, donc des Ouais. espèces de surhommes issus de sa génétique à lui, donc ses fils en quelque sorte. Enfin, c'est même totalement ses fils. Il les appelle comme ça, et qui sont vraiment avec une force surhumaine, une durée de vie surhumaine, et qui sont à la tête de légions de Space Marines. Donc j'imagine que si vous écoutez le podcast, vous savez ce à quoi ressemble un Space Marines, mais on va quand même dire que, en fait, c'est des humains, mais génétiquement modifiés, quoi, pour qu'ils soient des super soldats, quoi. C'est des espèces de Captain America, mais ultra Super vénères. soldat. Ouais. Ouais, c'est ça. Alors du coup, bah, même après lecture, je suis pas au clair moi sur vraiment cette notion-là, parce qu'on comprend que certains humains, on va dire des soldats de l'armée régulière, non modifiés de l'Empire, peuvent à un moment donné se voir proposer l'opportunité de devenir un Astartes, un Space Marine, donc un super soldat génétiquement modifié. Ouais. Mais j'ai aussi l'impression que pour d'autres, ils ont été génétiquement ingénierés depuis la naissance. Est-ce que je me trompe? Non, c'est ça, ouais, j'ai l'impression qu'effectivement, on laisse planer un flou sur comment est-ce que tout ça fonctionne. Parce que, effectivement, tu peux devenir un Space Marine si l'opportunité se présente, parce que, je sais pas, tu as des hauts faits d'armes. Et effectivement, on nous dit plusieurs fois que chaque légion a sa propre planète de naissance de Space Marine, en fait. Donc, il y a quelque chose ouais, où on laisse plein de flou. Et même, en fait, à quel point l'humanité normale, non modifiée, est quand même évoluée par rapport à nous. Je trouve que là aussi il y a un flou parce qu'on te laisse entendre qu'il y a des humains qui sont pas des Astartes, qui ont l'air d'avoir des durées de vie faramineuses, de notre point de vue en tout cas. Ouais, c'est ça. Donc c'est vrai qu'il y a un petit flou, qui persiste, mais je doute pas Mm, que on va éclaircir, ces zones d'ombre au fur et à mesure des lectures. En même temps, je trouve que cette intro à l'univers, elle est bien faite parce qu'il y a quand même pas mal de notions, qui nous sont présentées de manière, compréhensible et abordable, même si on n'y connaît pas grand-chose, et on nous assomme pas trop, voilà, de, spécificités non plus. On rentre pas trop non plus dans des détails, superflus. Il y a déjà pas mal d'informations, donc voilà, c'est modéré quoi, disons, comme approche. Ouais, c'est ça. Et directement, en fait, on va individualiser un peu les Astartes. Parce que moi, je me suis rendu compte en lisant le livre qu'en fait, sous l'armure d'un Astartes, je savais pas ce qu'il y avait. En fait, je savais pas si c'était des clones comme dans la prélogie de Star Wars, s'ils étaient capables de réflexion. Enfin, je savais que c'était pas des robots, mais
je savais pas à quel point ils étaient individualisés, quoi. Ouais, c'est ça, bah, ils ont l'air, très uniformes et uniformisés, ne serait-ce que quand on a une approche, par le hobby. Nos soldats, ils se ressemblent tous, ils ont beaucoup la même armure, on les peint de la même manière, ils ont 6 ou 7 visages différents, il y a aussi ce côté-là, moi, qui, me faisait croire comme toi que, bah, je sais pas, potentiellement, il y a pas beaucoup de personnalités, en dessous de l'armure. Mais ouais, comme tu dis, là, on a vraiment une approche romanesque, on va dire littéraire réellement, où on rentre dans une histoire avec des personnages principaux, Mmh mh. auxquels on va, s'attacher, certains qu'on va aimer, certains qu'on va haïr. Et donc ouais, c'est très humanisé, même pour ces humains, génétiquement améliorés. Ouais, exactement, et même si les premiers chapitres ont quand même, la lourde tâche de nous présenter un peu, comment est-ce que cet univers fonctionne, où est-ce que l'humanité en est, on n'oublie pas le côté, martial de Warhammer, quoi. Parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup d'actions dans ces premiers chapitres, notamment avec, du coup la soumission de cette, fausse, Terra, de cette planète qui est gouvernée par un faux empereur, en tout cas du point de vue, des Astartes. Ouais. Et je pense que ceux qui sont venus là juste pour, enfin juste, sans aucun mépris, parce qu'on a le droit d'attendre spécifiquement ça de Warhammer, mais ils en ont pour leur argent, quoi, parce que des grosses batailles, ça commence direct, Il y en a. et ouais, va y en avoir pas mal tout au long du livre, en tout cas. Ouais, ouais, c'est vrai que, je les ai pas trouvés, je les ai trouvés plutôt bien narrés et pas trop longues, pour rien. Parce que souvent, voilà, dans la, fantasy ou dans la SF militaire, catégorisée, voilà, dans le sous-genre militaire, armée, hiérarchie, ce qui est le cas forcément, on peut dire que c'est de la SF militaire, par quelques aspects, cette série de livres. Mmh, il y a des batailles, il y a de l'action, il y a du combat, mais moi qui suis plus fan des passages, un peu politiques, un peu, émotionnels, et cetera, il y a aussi beaucoup de ces passages-là et Mmh. j'ai trouvé mon compte. Donc c'est équilibré, j'ai trouvé. Ouais, ouais, je trouve ça très équilibré aussi, et surtout, je suis d'accord avec toi, les batailles sont vraiment prenantes puisque elles vont servir la narration. Elles sont pas juste là pour faire du remplissage, pardon, C'est ça. et de donner, ouais, de faire vendre des Warhammer en donnant l'impression que qu'on est en train de jouer en lisant. Mais ça va vraiment servir la narration dans le sens où moi j'ai compris ce que je disais sur, je savais pas ce qu'il y avait sous l'armure d'un Astartes. J'ai compris ça quand, en plein milieu de la bataille, Loken, donc le personnage qu'on va suivre, qu'on va vous présenter juste après, il perd un de ses soldats, et il est triste en fait, genre tu vois vraiment que ça le peine, Oui, oui. et parce qu'en plus il a pas l'habitude, quoi, genre les Astartes ils sont pas censés se faire déboîter comme ça. Et du coup, tu sens qu'il est surpris, qu'il est triste, qu'il a des émotions. Et ça, je trouve ça hyper cool, puisque du coup, on s'élève un peu par rapport à la bataille qui serait juste pour faire un carnage, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. C'est pas juste des figurines qui sont supprimées du champ de bataille sur un jet de dés. Exactement. Et pour conclure un peu cette bataille et cette soumission de 63 à 19, qui est le nom que vont donner l'expédition d'Horus à cette planète, puisque du coup c'est le 19e monde soumis par la 63e force d'expédition. On a Horus qui tout simplement débarque, et là c'est notre premier contact avec vraiment le Primarque qui va être au centre de la série. Comment est-ce que tu as trouvé cette scène, toi? Alors, ouais, la scène d'apparition d'Horus pour la première fois, il est vraiment décrit donc par les yeux de notre personnage principal, Loken, Mm. comme un dieu, hein, c'est explicitement dit. Alors on a les Astartes, donc les Space Marines qui sont déjà des super soldats, génétiquement modifiés. Mais alors le niveau, d'Horus, c'est le niveau Primarque, donc les fils, hein, entre guillemets «de l'empereur». Ça a l'air d'être un tout autre niveau. Ils font encore, peut-être 40 centimètres de plus. Mm. Barack comme pas deux, lui, il arrive auréolé d'une lumière, on a l'impression d'entendre, alléluia derrière. Ouais, c'est ça. On parlera du coup, hein, aussi de cet aspect, religieux, sans religion, Mm. qui est très intéressant, hein, qui est tout un axe de l'approche, d'Abnett et qui est central dans l'intrigue, je trouve. Mais ouais, apparition d'Horus, on fait: «Ah OK». Ouais, ouais, c'est clair, je suis tout à fait d'accord. Genre, tu sens vraiment toute la puissance qu'il dégage. Mmh. Et pourtant, il est pas là très longtemps, mais dans cette scène en tout cas. Mais tu sens vraiment que lui, il est pas là pour présenter, qu'il en impose, et que tu sais pourquoi. Tu comprends directement pourquoi est-ce que ces soldats ont cette admiration et ce dévouement pour lui, quoi. Ouais.
Du coup, on va peut-être résumer, en quelques phrases, l'action, de toute cette première partie et après on va voir, s'il nous reste des choses à dire, sur notre ressenti, de ce début du bouquin. Ouais, carrément, je t'en prie. Bah, OK. Donc la flotte arrive, sur 6319, la planète, qui a refusé de se soumettre, à l'Imperium, au moment où ils ont reçu leur ambassadeur et ben ils les ont tout simplement, zigouillés. Donc Horus envoie un de ses plus fidèles, serviteurs, Sejanus, sur la planète pour, négocier, les pourparlers avec ses frères humains qu'on retrouve à l'autre bout de la galaxie et tout ça Sejanus, se fait tout simplement exécuter, hein, par «l'empereur» entre guillemets, l'empereur de cette fausse Terra. Donc on envahit, la planète, il y a une scène de bataille, de progression. On découvre notre personnage principal Loken, capitaine de, l'escouade Locasta, 10e compagnie, de la Légion et on progresse avec eux, donc avec lui et ses soldats, à travers le champ de bataille jusque dans le palais impérial où, tout en haut de la plus haute flèche, du palais, il tombe sur un vieil homme avec tous les atours, d'un monarque qui, se fait appeler empereur et qui lui, tient tête. Exactement. Et déjà, c'était un peu une surprise pour moi que directement on nous dise qu'il n'y a pas de religion en fait. Cette faux empereur, en fait, il fait pas mal parce qu'il a usurpé l'identité d'un dieu. C'est juste qu'il n'a pas le droit de régner parce que l'empire doit régner sur tout, mais politiquement. Moi, je m'attendais à quelque chose de. Il peut y avoir qu'un seul empereur parce qu'il peut y avoir qu'un seul dieu. Alors qu'en fait, directement, on nous dit que c'est juste politique, en fait. Oui, c'est ça. C'est en fait, l'impérium, de l'humanité, l'empire, sa mission qui se donne à travers cette croisade, intergalactique, c'est de répandre la bonne nouvelle et la vérité avec un Mm. grand V. La vérité que l'empyréum, humain existe toujours, se tient toujours debout et rallie, ces colonies, perdues quelque part et donc juste, c'est, un message de paix, mais qui, comme on le voit tout de suite, peut être asséné, avec, grande puissance et grande détermination. Bah, c'est ça exactement. Et c'est plutôt ces thèmes-là qui vont être abordés dans la suite de cette première partie, où on va voir un peu tout ce qui va se passer après avoir pris le contrôle politique de cette planète, enfin en tout cas pris le contrôle, assassiné ses dirigeants, Ouais. parce qu'on va suivre un peu le quotidien de Loken et de personnes qui gravitent autour de lui. Donc on va être introduit à plusieurs personnages, notamment les commémorateurs, qui est une notion que j'aime bien dans l'univers de Warhammer, enfin que je connaissais pas, mais avec lequel ouais, j'aime bien parce que ils vont avoir la charge en gros de s'assurer que dans l'esprit des gens, l'Empire règne partout en faisant de la propagande, littéralement, pour l'Empire. Ouais et c'est un peu, ta fibre journalistique, je pense qui t'a fait, aimer, ou en tout cas être intéressé par la figure de ces commémorateurs. Donc ouais, en effet, les commémorateurs, ils sont envoyés depuis, l'Empire, donc depuis Terra, depuis le centre de l'Imperium, pour en fait noter et être témoins des hauts faits, de la grande croisade, et donc ils en font un peu la Mm. chronique, mais de manière, professionnelle. Donc est-ce qu'ils vont se révéler n'être que des propagandistes, un peu, bornés? Ou est-ce qu'ils vont, faire preuve d'un esprit critique aussi? Ça va être un enjeu du livre. Bah, c'est ça exactement, oui, et c'est aussi les 2 personnages, féminins, du livre, parce qu'il y a quand même pas beaucoup de personnages féminins. Oui. Alors, on va pas se mentir que les livres sont faits pour être vendus à des gens qui jouent, j'imagine, principalement. Enfin, c'est eux le public ciblé et que cette population est majoritairement masculine. Mmh. Mais quand même, des fois, tu te dis, en lisant le livre, que ils pourraient trouver un effort et au moins, s'ils font que 2 personnages féminins, ne pas leur foutre le même métier, quoi. C'est clair, c'est clair. En plus, il y a la possibilité, même de créer des personnages militaires, féminins étant donné que les Astartes, les Space Marines, ne sont pas, seuls. Il n'y a pas que des humains, super soldats dans l'armée. Il y a aussi une armée, régulière de troupes, donc il aurait pu y avoir et d'ailleurs le personnage, le général de ces troupes, régulières, Varvaras, est un vrai personnage. Ce personnage aurait pu être une femme, par exemple, une femme d'importance dans la hiérarchie quand même. Ouais, exactement, ouais.
Mais du coup, pour revenir sur les commémorateurs, effectivement, je trouve que c'est très très intéressant de suivre un peu comment est-ce que leur point de vue va évoluer, surtout qu'elles vont subir des choses assez différentes. Mmh. Il y en a une qui va être amenée à remettre un peu en question ses croyances et cette notion que l'Empire est pas très solide sur ses appuis, qu'il doit quand même faire appel à de la propagande pour s'assurer sa domination. Je trouve ça très cool parce que directement, tu as l'impression que ouais, quand même, tout ça, ça retient un peu sur des bouts de ficelle, quoi. Ouais, c'est ça. Du coup, on est introduit en premier à Mercedes Oliton, donc commémoratrice, qui, elle, a pour particularité, on va dire, d'être celle qui «interviewe» entre guillemets, Loken. Mmh mh. Il lui relate, voilà, les choses qui se passent sur les, terrains d'opération. Il débriefe avec elle. Ouais, c'est ça, exactement, et qui est un personnage que j'aimerais bien voir, développer par la suite, qui a pas une très grande importance pour l'instant, mais que j'aimerais bien voir développer par la suite parce qu'effectivement, elle va être constamment auprès de Loken, elle va suivre tout ce qui se passe et du coup, elle va suivre tout ce que nous, on va vivre. Elle va le suivre, de la même manière et elle va découvrir un peu tout l'univers des Astartes comme nous, on va le découvrir donc Ouais. c'est un personnage que j'ai hâte de connaître, un peu plus. C'est ça, c'est un peu, le pendant, de Loken pour nous, en tant que lecteurs. C'est-à-dire qu'on va notamment voir, l'action par les yeux de Loken avec, les réflexions, qu'il se fait lui en tant qu'Astartes, très important dans la hiérarchie, des Space Marines, des Luna Wolves. Donc, c'est le surnom, hein, Mmh mh. de la 63e Légion, la Légion d'Horus. Et aussi de l'autre côté de la barrière, du coup, on verra l'histoire à travers les yeux, de Mercedes Oliton, donc cette commémoratrice-là, ouais. Et c'est vrai que, bah, voilà, ça nous donne 2 perspectives un peu différentes et on va voir où est-ce qu'elles vont diverger, où est-ce qu'elles vont se rassembler, est-ce qu'elles vont même s'influencer l'une l'autre? Il y a tout un jeu comme ça dans le livre. Ouais, exactement. Et en parlant de personnages qui influencent Loken, on est aussi introduit très vite à littérateur Sinderman, Oui. qui, alors pour le coup, j'ai un peu du mal à voir quelle est la différence profonde entre le rôle de commémorateur et itérateur, parce que j'ai l'impression que leur rôle Mmh. est un peu similaire, en tout cas dans le ressenti que j'ai eu. Je me suis dit que c'était pas très très clair quelle vraiment différence il y avait entre ces deux-là. Moi, je me suis dit, pour simplifier un peu les choses, les commémorateurs, pour moi, je les ai vus un peu comme des journalistes/propagandistes, de la société civile. Mm. Tandis que, les itérateurs, je les ai vus un peu comme des, intellectuels slash universitaires. Ouais, Ce personnage-là, Sinderman, donc littérateur, qui nous est présenté, on voit que c'est le mentor un peu, moral, philosophique, c'est un peu un sage. exactement. C'est un peu, ouais, donc un intellectuel. Il fait partie de ceux qui Ouais. réfléchissent le message de l'Imperium, ceux qui le théorisent. Ouais, exactement, et qui va du coup, il va lui filer des livres à lire. Il va être sa boussole morale. Ouais, quand Loken il a des doutes, il va aller le voir et du coup c'est une bonne transition parce que Loken en fait c'est un personnage qu'on découvre assez complexe parce que directement en fait il se pose des questions sur son utilité en tant qu'Astartes. Est-ce qu'il n'est qu'une arme qui doit agir sans réfléchir? Est-ce que son but finalement c'est d'être Mmh. de pouvoir aller des fois à l'encontre de ce qu'il pense? C'est un personnage qui est plus complexe que ce à quoi je m'attendais et j'ai trouvé ça hyper cool. Ouais, et d'ailleurs, Loken, au tout début de l'histoire, il est quand même encore en train de se considérer comme une arme, un exécutant, un tueur, hein, un Ouais. tueur, de métier, de Mmh profession, mh. un tueur professionnel qui n'a pas à réfléchir, à tout ça. Mais très vite, comme tu l'as dit, il va remettre en question des choses et il va se mettre à ressentir et nous, on va se mettre à ressentir avec lui un peu les contradictions, de la vérité, apportée par, l'Imperium. Bah, c'est ça, parce que très vite, en fait, il va non seulement se remettre en question lui-même, se remettre son rôle en question, mais il va aussi remettre le message de l'Imperium en question, parce qu'il va se demander, mais est-ce que tout ça est bien nécessaire, quoi? Est-ce qu'on a besoin absolument de soumettre toutes les planètes à notre domination? Est-ce qu'il y a besoin de coloniser tout le monde pour assurer ça, pour assurer la paix? Parce que le message que veut diffuser l'empereur, en tout cas, qu'il aimerait diffuser, c'est instaurer la paix universelle. Mais est-ce qu'on instaure la paix universelle par la domination? C'est la question que se pose Logan, ouais. Ouais, il y a toute la question du colonialisme aussi, hein, et d'ailleurs, alors le 463-19 est particulier dans le sens où en face, de la Légion se retrouvent d'autres êtres humains. Voilà, ceux qui faisaient partie de ces colonies perdues.
Mais on nous narre aussi, d'autres passages, précédents, historiques, où là, on rencontrait juste, des espèces, extraterrestres, hein, des, Xénobites et où là, sans se poser de questions, on les exterminait, tout bonnement et simplement et c'est, un message de paix pour les espèces humaines quand même, uniquement, j'ai l'impression. Bah oui, c'est ça, oui, exactement. T'as quand même l'impression que tout ce qui n'est pas humain ne mérite même pas de vivre, en fait, Ouais. est juste voué à la destruction. Mmh mh. Et effectivement, tu sens déjà là qu'il y a une petite contradiction, même si c'est pas encore exprimé, tu sens que Loken, il se pose déjà des questions là-dessus, non seulement ouais, sur les êtres humains en tant que tels, parce qu'effectivement, 63-19 a participé à remettre en question ça, mais que déjà, il a des petits doutes et du coup c'est Cinderman qui va l'aider et qui va un peu lui servir ouais de boussole morale en fait. Ouais. Du coup, la planète est soumise, hein, comme on le disait. On est introduit au commémorateur, à Cinderman, littérateur, la boussole morale, de Loken et il y a une intronisation à un nouveau rôle pour Loken dans, la hiérarchie, de la Légion. Il est accueilli pour remplacer le défunt Sejanus, celui qui avait été envoyé en tant qu'ambassadeur, sur 63-19 puis tué initialement. Il est, proposé pour intégrer le Mournival. Alors le Mournival, Kezako, Marceau? Alors Mournival du coup c'est les proches conseillers d'Horus, donc c'est 4 officiers de sa légion qui sont vraiment ses plus proches conseillers et qui, bah, comme un peu Cinderman pour Loken, sont sa boussole morale, sont ceux qui peuvent parfois apporter la contradiction, même si ce rôle, on va le voir, de contradicteur est pas forcément facile à tenir. Mmh. Mais ceux qui vont pouvoir, en tout cas, lui rappeler vraiment les enjeux auxquels il est confronté et qui vont, en tout cas, ils ont l'oreille d'Horus. Ils sont choisis parce que, en fait, ils sont tous différents les uns des autres et on comprend par leur, quand nous les rencontrons en tant que lecteurs que, ouais, ils sont vraiment très, très différents. On a Ezekiel, qui est vraiment le militaire très droit dans ses bottes, qu'on comprend très fidèle à Horus et très fidèle à l'empereur et à son message. Oui, on sent que c'est pas lui qui va apporter la contradiction, forcément, quoi. Non, c'est ça, oui. C'est un guerrier, un vrai, un vétéran, un dur un peu. Ezekiel Abaddon, du coup. Ouais, c'est ça, exactement. On a aussi bah, un autre russe qui est d'ailleurs appelé l'autre russe Aximandre, qui est appelé comme ça parce qu'il est le portrait d'Horus, parce que du coup, les Primarchs servent aussi de base dans la création des Space Marines. Donc, lui est très portrait Horus. Et donc, j'ai trouvé que c'était un personnage un peu en dessous par rapport aux 3 autres membres du Mournival. Je trouvais qu'il Oui. souffrait un peu de caractérisation, quoi. Que en dehors de ça, on savait pas le positionner. Est-ce qu'il fait parfois un peu soldat royal loyal comme Abaddon, et parfois il se rapproche un peu de Loken et Ouais. j'ai- Et de euh, Torgadon, ouais, ouais. ouais, Torgadon, oui. Donc, j'ai trouvé que ouais, s'il y avait un personnage que j'aurais aimé approfondir un peu plus, en tout cas qui soit un peu plus caractérisé, ouais, j'aurais aimé que ce soit lui. Mais Ouais. on a aussi ouais, J'ai Torgadon qui est... Ah, vas-y, vas-y. non, non, je voulais juste dire, ouais, sur Aximand, donc l'autre Russe, j'ai l'impression qu'il y a une ébauche d'essayer de nous le présenter comme, la passerelle, le conciliateur, L pas l'intello, mais le mec un peu plus calme, un peu plus réfléchi tout de même, en tout cas en comparaison de Abaddon et même Torgadon que tu t'apprêtais à présenter. Ouais, du coup, Torgadon qui nous est présenté comme déjà un très bon ami de Loken, donc celui dont il est le plus proche, et qui est en plus un peu le blagueur du groupe, quoi, celui qui prend absolument rien au sérieux. Et ça, je trouve que c'est un personnage attachant parce que il est pas lourd, quoi. Genre jamais bah, il y a très peu de blagues dans le livre, mais genre c'est pas du tout lourd, ça vient pas péter une ambiance ultra sombre ou quoi. Donc c'est un personnage que j'ai beaucoup apprécié, ouais. Ouais, moi aussi, je pense qu'il remporterait, ma palme de mon personnage préféré, du premier tome. J'ai vraiment beaucoup aimé, cette petite touche, de camaraderie, Ouais. toujours le premier à charrier les 3 autres, à détendre l'atmosphère quand il y a un peu des tensions, très, très, très sympa et ouais, comme tu le dis, très, très bon ami pour Loken.
Mm, mm. C'est ça exactement. Et du coup, Loken, lui, il est choisi parce que Horus a remarqué sa capacité à penser. En fait, il a peut-être vu en lui les doutes et il a trouvé ça intéressant de l'intégrer dans le Mournival. Et ça, j'ai trouvé ça cool que Horus l'ait choisi précisément pour ça, parce qu'au début, on se dit, mais genre, d'accord, le personnage principal, par un coup de baguette magique, il devient le plus proche conseiller du Primarque et tout ça. Mais en fait, on nous justifie pourquoi est-ce que c'est Loken qui a été choisi. Ouais, ouais, c'est ça. Et du coup, ça nous en dit un peu sur Horus. Mm. Parce que voilà, Horus, à part donc une apparition quasi mystique dans la première scène sur 63-19 au moment de soumettre l'empereur, enfin le faux empereur, il n'est pas encore très caractérisé. Je rappelle que la série de bouquins porte quand même son nom, Ça, c'est ça. Ouais. l'hérésie d'Horus. Donc du coup, OK, on sait qu'il est important, on sait qu'il est hérétique, on suppose. On ne sait pas de quelle manière, mais on va sans doute le Mm. découvrir Ou qui va le devenir. Mm. et voilà, ou qui va le devenir. Mais on ne sait pas trop qui il est et donc le fait qu'ils choisissent Loken, comme tu l'as très justement dit, pour, justement, ce caractère qu'il a pressenti chez lui, de gars qui pourra remettre un peu en question, qui pourra apporter un autre point de vue, qui sera un peu un contradicteur au sein de son conseil, rapproché, au sein de son Mournival, ça en dit long de lui et de ce qu'il veut. Ouais, exactement. Et bah, finalement, ce Mournival et les séances qu'ils tiendront sera un peu pour nous l'occasion de découvrir Horus au travers des yeux de Loken, parce que Loken avait rarement eu la chance d'approcher Horus et en tout cas de s'adresser à lui. Et là, directement, il va être mis sur le devant de la scène et va être amené à lui donner plusieurs fois son avis. Et ça va être pour nous l'occasion de découvrir vraiment qui est Horus et on découvre en fait un personnage assez complexe. Moi, suite à son apparition sur 63-19, je m'attendais à quelqu'un de très hautain, très sûr de lui, Ouais. très directif, sûr de sa mission envers l'empereur. Et finalement, on a un personnage déjà qui rigole, genre qui est très sympathique, qui prend pas du tout les gens de haut, même s'il est conscient de sa supériorité, mais qui prend pas du tout ça pour comme excuse pour humilier ses subordonnés, pour imposer son avis. Et finalement, on comprend que le Mournival est effectivement très important puisque Horus écoute vraiment le Mournival. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, on va voir que le Mournival, il a un rôle un peu politique, dans le Mm. sens où Horus, de par sa stature, d'ailleurs, on n'a pas peut-être pas bien précisé, Horus, quel est son rôle? Il est en fait primarque parmi les primarques. Il n'est pas comme les autres, il a été élevé par l'empereur au rang de maître de guerre. Ouais. En gros, c'est un peu l'amiral en chef, le général en chef de toute la croisade. Les je sais plus combien de centaines de légions impériales qui traversent la galaxie pour la reconquérir et pour répandre la vérité de l'Imperium, lui obéissent en fait, sont sous ses ordres. Il a été élevé à un rôle plus important, donc celui de maître de guerre par l'empereur. Bah, L'empereur c'est ça. qui d'ailleurs est retourné sur Terre, excuse-moi. C'est ça, et je trouve qu'il y a un terme qui est utilisé qui est hyper intéressant, qui est le terme régent. Donc on sent que Horus, il règne au nom de l'empereur, quoi. C'est pas juste, entre guillemets, un rôle militaire, mais effectivement un rôle politique. Il est là pour donner la parole de l'empereur, et quand il y a des Mmh. choses à trancher, des différends entre les primarques, c'est lui qui a le dernier mot, et ça, c'est hyper intéressant. Et pour ça, il est aidé d'un autre personnage auquel on est introduit assez vite, qui est Malauguste, qu'on nous présente comme un Space Marine complètement estropié et qui tient le rôle d'écuyer, c'est le terme qu'ils ont choisi auprès d'Horus, mais qui est en fait celui qui va s'assurer qu'il est protégé politiquement, qui va gérer un peu toutes les intrigues qui tournent autour de lui et qui va assurer la persistance de son rôle, quoi. C'est un peu un mix, ce personnage Malogurst, entre je dirais un vizir et un bodyguard. Ouais, Il y a un peu des 2 aspects. ouais, c'est ça, ouais. Mais en même temps, moi, j'ai eu tout de suite des doutes sur son personnage parce qu'on nous le présente comme physiquement atteint, quoi. Que il y a, Ouais, difforme. ouais, et du coup, tout de suite, alors je sais pas si c'est parce que mes lointaines connaissances de Warhammer me poussent à croire ça, mais tu te dis, ok, mais lui, est-ce qu'il est affilié au chaos et tout ça, même si le notion de chaos est pas tout de suite abordé. Nous, enfin moi en tout cas, en tant que lecteur, je savais que cette notion existait sans vraiment pouvoir dire ce que c'était vraiment. Mais du coup, tu te dis, mais genre lui,
tout de suite des doutes sur son allégeance, quoi. Bah, c'est vrai que c'est rare que quand on te présente un perso difforme, un peu boiteux ou vérolé ou que sais-je, qui a comme surnom Malogurst. Déjà, le nom est un peu... Ouais, bah ouais, ouais. T'as quand même mal dans son nom, du coup. Oui, voilà. Malogurst le retors. Ouais. Exactement, ouais. C'est son surnom quand même. Donc ouais, ça inspire bof confiance dès le début. Mais on sent que c'est un personnage important dans la garde rapprochée Ouais, d'Horus. c'est ça. En tout cas, comme un peu l'humour Nival, il a l'attention d'Horus, ouais. Mais ouais, pour finir sur ce Mornival, je trouvais que c'était très très cool de voir les dynamiques entre les quatre membres. Enfin, je trouvais que ça marchait très bien. Que Tobagon, effectivement, il a un rôle particulier au sein de ce Mornival parce que c'est lui qui va apporter cette petite touche de légèreté qui va un peu faire vivre le groupe. Et que finalement, toutes les interactions entre les personnages me paraissaient très fluides et très naturelles. Oui, ouais, ouais, tout à fait. Une dernière chose pour moi sur le Mournival, c'est que Sinderman, littérateur, nous a présenté la vérité de l'Imperium comme un message anti-clérical aussi, anti-religion. Vraiment, on est à l'opposé de la religion. Ce qu'on répand, c'est une vérité philosophique, quelque chose de cet ordre-là, mais surtout pas religieux. Ils abordent la religion. On évoque que l'empereur déteste le concept même de religion et refuse de se faire appeler ou considérer lui comme un dieu et que des cultes soient rendus en son honneur. Et pourtant, la cérémonie d'intronisation de Loken dans le Mournival, je lui ai trouvé des côtés très religieux, très respectant une coutume qu'on sent ancestrale, d'une religion un peu païenne, tu vois, avec la lune qui doit se refléter dans l'eau Mm. pour introniser le gars, qui jure, serment, etc. Il y avait un côté religieux un peu. Bah, c'est ça, même le nom de Horus qui fait clairement référence à une religion Oui. polythéiste. Genre, et tu sens que l'auteur il s'amuse un peu avec ça, que même si le message officiel c'est non, nous on est là pour la vérité, la vraie vérité, il n'y a pas de croyance, il n'y a pas place pour les croyances. Finalement, l'empereur il tient un peu le rôle d'un dieu, sans le dire, même si de façade il refuse qu'on le nomme comme dieu. À chaque fois qu'un Mhm. personnage parle de lui, il rajoute quand même loué soit-il. Alors Oui. ça indique quand même quelque chose de très très religieux. J'ai l'impression que ouais, c'était un peu une malice de l'auteur de nous faire dire que en fait le culte de la vérité, même s'il refusait ce nom, était quand même un culte et en tout cas une religion qui ne disait pas son nom, quoi. Ouais, Mais, totalement. mais ça a été une surprise par contre pour moi que la religion impériale n'existe pas. Moi, je prends des vagues connaissances de Warhammer 40 000. Je sais, il y avait des inquisiteurs, des hérétiques, des trucs comme ça. Donc, de me dire, non, mais il n'y a pas de religion, tout ça, toujours, tu te dis, ah ok, d'accord. A priori, d'après le titre de la série, on peut pas être hérétique si ce n'est vis-à-vis d'une religion. Bah, c'est ça. À moins que, tu vois, on nous parle depuis, genre, cet événement soit nommé depuis Eh oui, l'univers 40 000 perspective qui historique. du coup, bah, c'est ça, ouais. Mais du coup, je trouve ça très très cool de nous prendre un peu à contre-pied là-dessus. Ouais, tout à fait. Du coup, il subsiste une poche de rébellion sur la planète et lors d'un conseil de guerre avec Horus et quelques personnages importants de l'expédition, donc Loken propose d'aller reconquérir directement avec Mm. son escouade et quelques autres, des Luna Wolves, d'aller reconquérir les poches rebelles, d'aller les soumettre pour que l'expédition, la 63e, puisse s'en aller vers d'autres systèmes où on a besoin d'elle au plus vite. Bah, c'est ça, et tu sens c'est à ce moment-là qu'il augmente un peu dans l'estime d'Horus, parce que là où le Mournival et les autres conseillers d'Horus tergiversent, ils savent pas exactement comment faire pour écraser cette rébellion. C'est Loken qui va dire, écoutez, moi je vais aller couper la tête de la rébellion tout seul avec mes unités. Et ce sera réglé. Et tu sens que là, Horus, il apporte à partir de ce moment-là une attention particulière au conseil de Loken. Ouais, ouais, ouais. Et on comprend du coup cette utilité politique qu'on évoquait tout à l'heure. C'est parce que peut-être qu'Horus, lui, ne peut pas se permettre vu sa position, de proposer tout bonnement et simplement au Conseil, où il n'y a pas que des Space Marines, hein, il y a aussi beaucoup de représentants humains non améliorés au Conseil Mm. de guerre. Et il peut peut-être pas se permettre de venir avec ses gros sabots et de dire bon écoutez on va les exterminer avec nos Astartes et puis on n'en parlera plus. Et du coup que ça soit
Loken et non pas lui qui propose au conseil, lors du conseil, ça lui permet aussi de se décharger d'une responsabilité, d'initiative. Oui, oui, c'est ça, oui, exactement. Et d'ailleurs, on en apprend un peu plus sur le fonctionnement de l'Empire, parce qu'on apprend que l'Empire, en réalité, enfin l'Empereur, ne règne pas tout à fait seul, parce qu'il a quand même affaire à des contre-pouvoirs, même minimes, puisque Horus, qui est son représentant, peut pas tout se permettre, en fait. C'est ça et même apparemment sur Terra, l'empereur doit, cohabiter entre guillemets avec Mm, un mm. conseil, de l'Empire, qui est d'ailleurs à l'origine de l'envoi des commémorateurs pour aller rejoindre, rallier les différentes expéditions. C'est le conseil qui envoie, ces, propagandistes. Oui, c'est ça, puisqu'on l'a pas dit, mais il y a une aversion des Space Marines envers les commémorateurs, ce qui fait un peu déjà ressortir Loken du lot, parce que Loken a directement choisi de se confier à une commémoratrice et en tout cas de lui confier un peu ses mémoires. Mais Ouais. les autres Space Marines, en fait, ils ont vraiment une répulsion envers les commémorateurs. En fait, on se dit que ça vient sans doute de là, quoi, que ça, c'est une initiative qui vient pas de l'empereur. Du coup, nous, on n'en veut pas et ils vont nous ralentir dans notre guerre et ça sert à rien. Donc, Ouais, ouais. tu sens qu'il y a quand même des jeux de pouvoir au sein de l'Empire, qu'il y a quelque chose d'assez fragile, ouais. Et du coup, bah, voilà, là encore, c'est, quelque chose d'intéressant que l'auteur amène. Il apporte tout de suite une petite complexité, politique, il esquisse des enjeux de pouvoir, et ça m'a beaucoup plu. Ouais, ouais, c'est ça, exactement. Et du coup, bah, sur le chemin du retour vers 63-19, dans son vaisseau qui l'emmène, commence à se passer des petites choses un peu étranges, parce qu'il capte, Loken et son unité, des messages un peu particuliers comme du brouillage, mais dans lesquels on peut distinguer des paroles si ce n'est humaines, en tout cas un langage compréhensible par l'être humain. Ouais, c'est ça. Donc, des, émissions parasites qui viennent à peu près de l'endroit où les rebelles, se sont retranchés, dans des montagnes du coup apparemment, reculées et de là où ils résistent, aux forces, de Varvaras, du général Varvaras, donc aux forces, non modifiées. Aux unités de base, disons, de l'armée de l'Empire, donc qui sont tenues en échec au pied de ces montagnes par les rebelles. Exactement. Et du coup, on nous présente pour la première fois le nom de Samus, qui pour l'instant nous ne dit rien. Alors, je sais pas si j'ai pas su dire si c'était quelque chose que les lecteurs, enfin les connaisseurs assidus de l'univers 40K connaissaient le personnage de Samus. Je savais pas si c'était une référence Mmh. qu'un autre lecteur que néophyte pourrait comprendre ou pas. Ouais, bah écoute, j'ai pas la clé non plus. Et bah, du coup, j'en profite aussi hein, pour dire à tout le monde que n'hésitez pas à apporter vos précisions. Il y en a sans doute parmi vous qui connaissent des choses que l'on ne connaît pas, ni Marceau ni moi, sur l'univers. Et donc oui, donc là, on est confronté à Samus par Oui-Dire, le Oui-Dire de ces émissions radio. Mm, mm. On entend donc cette voix mystérieuse qui parle d'un Samus qui est là, qui est partout, qui est à côté de toi, qui vaincra. Enfin moi, ça m'a pas sonné de cloche particulière, mais peut-être que à certains d'entre vous, ça a déjà dit quelque chose. N'hésitez pas à nous en faire le retour. Exactement. Et du coup, Loken va accomplir sa mission de manière très expéditive. Il va décharger l'officier qui était en charge de la suppression de ces rebelles. Il va le démettre de ses fonctions. Il va y aller directement en fonçant dans le temps, en fait. En mode bourrin, oui, oui. Totalement. Et ça va être très vite expédié en fait. On sent que il n'a pas de temps à perdre. Et tu sens que c'est pas là que l'auteur cherche à attirer ton attention, mais sur ce qui va se Mhm. passer juste après. Parce que après, il va se passer l'impensable pour Loken, c'est-à-dire que un de ses lieutenants, je sais plus si d'ailleurs si c'est un de ses lieutenants ou si c'est un autre capitaine de compagnie au même grade Oui, que lui. d'escouade. Ouais. Je crois que il fait partie d'une autre escouade en tout cas. Je crois que c'en est le capitaine, oui, mais je suis pas sûr. Mm. Joubal donc. Jubal, ouais, effectivement, qui va se mettre à tenir déjà des propos un peu étranges et il va tout simplement attaquer ses frères Space Marines qui jusque-là étaient mais impensables pour Loken. Ouais, c'est ça. Du coup, choc. Mm. On s'y attend pas du tout. Ouais, c'est clair. Et c'est un carnage, hein. C'est un carnage parmi les troupes alliées parce qu'elles sont prises au dépourvu totalement. Donc il y a quasiment l'intégralité de son escouade qui se fait, enfin de l'escouade de Jubal
qui l'extermine de ses propres mains par surprise, et il finit par se faire maîtriser par Loken. Ouais, exactement. Et tu sens que c'est un moment c'est le premier moment de faiblesse en fait des Space Marines, parce que même si jusque-là dans les batailles, tu sentais qu'il pouvait y avoir des pertes, Loken, il a jamais l'air de perdre le contrôle sur la situation. Il est tout le temps en maîtrise. Et là, pour la première fois, Oui. il est surpris en fait. Donc tu te dis oh mais qu'est-ce qui se passe? Genre même en tant que lecteur, tu vois, c'est hyper surprenant de voir pour la première fois ce guerrier qui on pense un peu irréprochable. Genre, et vraiment, il sait pas quoi faire. Il est totalement désemparé. Et effectivement, Ouais. comme tu l'as dit, c'est un carnage parce que comme ils ne savent pas comment réagir, bah, ils laissent le temps à leur ennemi de faire une grosse perte parmi les leurs. Oui, alors ce qu'il faudrait dire aussi, c'est que, avec cette expédition, punitive, menée par Loken, ont été débarqués, quelques commémorateurs ainsi que Sinderman, littérateur, Oui. qui sont, là, pas loin, dans le village, qui est sous contrôle, juste à côté, là où est stationnée, l'armée impériale. C'est Sinderman qui est appelé, à la rescousse par Loken Mm. pour conseil, tout de suite après avoir maîtrisé Jubal. Oui, c'est ça exactement. Tu sens que Loken a besoin de Sinderman auprès de lui, qui va lui demander conseil et qu'il a Ouais. déjà le pressentiment que les fréquences radio qu'il a captées juste avant sont pas tout à fait étrangères à ce qui est en train de se passer, puisqu'il va demander à Sinderman est-ce qu'il connaît le nom des Samus. Oui, parce que c'est ce que criait Jubal quand il a pété un câble aussi. On a oublié de le préciser peut-être. Oui, C'est oui, Jubal c'est vrai. Oui. reprenait les termes exacts des transmissions parasites qu'on recevait depuis plusieurs temps déjà. Samus est ici, Samus vaincra, Samus est là, Samus est partout. Et du coup, en effet, ouais, ça inquiète énormément Loken et il fait mander Sinderman. Mm, mm. Et à sa suite se faufile une des commémoratrices, une des 2 commémoratrices dont on n'a pas encore parlé, Euphrati Keller, avec 2 autres commémorateurs, un peu, en loose day pour, enquêter. Euphrati Keller qui est d'ailleurs plutôt une photographe elle, parmi les commémorateurs. C'est, sa particularité et donc elle Oui. va, se glisser dans les, galeries à la suite de Sinderman qui est donc appelé à se diriger vers Loken et la désormais dépouille du forcené, Jubal. Exactement. Et je sais plus si c'est exactement à ce moment-là, mais en tout cas, on va en apprendre un peu plus sur Samus de la bouche de Sinderman, Ouais. parce qu'on va découvrir qu'en fait, il y a un peu quelques renseignements que l'Empire a sur lui et que notamment, il est connu depuis très très longtemps et par nous actuellement sous le nom de Satan. Donc c'est quelque chose Tout que simplement. on va essayer de nous lier encore un peu plus et nous faire comprendre que ce Samus est très maléfique et peut-être un démon. C'est une notion qu'on n'avait pas abordée jusque-là. C'est pas un ami qui nous veut du bien en tout cas, Non, apparemment. non, c'est ça, exactement. Mais en tout cas, ouais, c'est la première fois qu'on nous présente un truc un peu ésotérique, quoi, on sent qu'il y a quelque chose, une force invisible qui dont l'Empire refuse de voir la présence, ou en tout cas ordonne qu'on ne voit pas la présence. Pour le coup, elle est quand même bien là. Ouais, c'est ça. Et du coup, on se dit, bah alors, ça a l'air quand même un peu, démoniaque, slash, magique, ou en tout cas bizarre, cette histoire. Donc là, tout de suite, via le ressenti de Loken qui est super perturbé, on en vient nous aussi, à l'accompagner dans ce doute. Exactement, ouais. Et bah, du coup, le doute qui va être très vite confirmé, puisque Jugal va se réveiller d'entraînement, en tout cas, sous une forme un peu modifiée de Jugal, puisqu'on nous le décrive comme physiquement presque genre Une une abomination quoi. abomination, ouais, Il a tout à l'air fait. de s'être transformé, ouais, physiquement en un espèce de monstre, hein, tout simplement, là, il est décrit comme difforme, presque avec des appendices, qui s'apprêteraient à sortir de son corps, et puis il revient, d'entre les morts, hein, parce qu'il était mort, il y a à peine 2 minutes quand même. Et donc ça se produit quand Sinderman arrive. Donc lui, il est témoin de cette scène. Exactement, oui. Avec aussi Euphrati Keller, qui... Alors elle voit pas la transformation, elle est un peu plus loin dans les couloirs, j'ai relu le passage là tout à l'heure. Et Ok. c'est, au moment où il se relève, Jubal, au lieu d'affronter, les Space Marines, enfin il y a peut-être un affrontement de 2-3 coups, mais il s'enfuit dans les galeries
Et là, il tombe sur les 3 petits Oui, commémorateurs, c'est vrai. qui s'étaient infiltrés en loose day. Oui, oui, c'est vrai, exactement, oui. Et en tout cas, on a du coup la confirmation qu'il y a des présences ésotériques, puisque Dougal est juste revenu d'entre les morts, ce qui normalement n'est pas possible. En tout cas, rien ne nous laisse penser que c'est possible, parce que d'ordinaire, dans cet univers-là, quand les gens sont morts, eh ben, ils restent morts, comme on l'a vu dans les différentes batailles du début. Donc là, on a quand même la confirmation d'une présence démoniaque, en tout cas. Bah, on nous a dit, pas de sorcellerie, donc pas de réanimation, pas de nécro, ou autre, et on nous a aussi dit: «Pas de religion, donc Hmm. pas de miracle». Bah, c'est ça, oui, exactement. Et pourtant, là, on en est confronté à un, et Loken en est confronté à un, et Sinderman aussi. Ouais, 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 et ça va les ébranler, totalement. Donc là, il y a un jump cut, hein. On voit pas, comment ils sont amenés à maîtriser, Jubal, mais on sait qu'ils le sont. Et là encore, ça faisait partie, je trouve, des qualités, de la narration. C'est que, d'un coup, là, on est coupé de l'action et on passe à Loken qui, narre ce qui s'est passé à Torgadon et qui Mm, lui en fait le résumé. Et donc on n'est plus en live, mais on est en après les faits, et on voit un Loken très, très perturbé. Et on apprend que ils ont réussi à sauver la commémoratrice Euphrati Keller juste avant qu'elle ne se fasse tout bonnement dévorer exactement. par Jubal, l'abomination de Jubal. Mais les 2 autres commémorateurs qui étaient avec elle sont morts, hein. Ouais, ouais, exactement, oui. Et j'ai trouvé, pour revenir un peu sur le côté discours rapporté, je trouvais que c'était une des grandes forces du bouquin. Il y a beaucoup de discours rapportés, mais tu n'es jamais perdu. Oui, C'est très très fort à ce niveau-là, parce que effectivement, tu sens qu'il essaye de mettre un rythme assez soutenu, que quand quand un événement est pas assez important pour être raconté, ben on va trouver une manière détournée de te le raconter. Et pour autant, ouais, il y a une clarté dans la lecture que je trouve très très belle. ouais, 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 c'est vrai, c'est super fluide, et on n'est pas perdu, ouais, comme tu le dis. Du coup, oui, donc on a un Loken qui est tout simplement perdu, et il a une discussion avec Horus en personne. Et on apprend déjà qu'il y a une version officielle de ce qui vient de se passer. Ouais. Les gens ne sauront pas, à part les quelques témoins, donc Loken, les rescapés de l'escouade de Jubal, les quelques-uns de celles de Loken qui étaient présents, et Sinderman plus Euphrati Keller, la commémoratrice. À part ces personnes-là qui ont été témoins des événements, la version officielle, c'est: on a écrasé la rébellion, sans problème, juste, il y a l'escouade de Jubal qui a pris le plus gros, des pertes en étant à la pointe, de l'attaque, et puis, basta quoi. Sinon, RAS. Bah, c'est ça, oui. C'est la première fois que Horus se montre un peu plus ferme avec Loken, parce que Loken essaie de lui exprimer un peu quelques doutes, mais tu sens qu'Horus est pas tout à fait prêt à entendre parler de ce qui s'est vraiment passé, ou en tout cas qu'il veut pas du tout l'admettre, et qu'il veut pas en parler Mmh. avec ses hommes, quoi. J'ai parlé à Kirill Sinderman, débuta-t-il avant de prendre une première gorgée. Comme surpris de sa qualité, il hocha la tête pour lui-même. Pauvre Kirill, c'est pour lui une chose terrible à endurer. Il parle même de l'existence d'esprits. Sinderman, le porteur de la vérité séculière, se mettait à croire aux esprits. Je lui ai naturellement assuré le contraire, et il a dit que les esprits te préoccupaient toi aussi. Kirill m'a d'abord convaincu qu'il devait s'agir d'une infection. Mais j'ai vu un esprit ou un démon s'emparer de Xavier Jubal et remodeler sa chair pour faire de lui un monstre. J'ai vu un démon s'emparer de l'âme de Jubal pour le tourner contre les siens. Non, ça n'est pas ce que tu as vu, Garviel. Mon commandant ? Horus lui sourit. Permets-moi de t'éclairer. Je vais te dire ce que tu as vu, Garviel. C'est un secret connu de bien peu de gens, même si l'empereur aimait de tous en sait davantage que n'importe lequel d'entre nous. C'est un secret, Garviel, plus secret que tous ceux que nous gardons. Es-tu capable de le garder toi aussi ? Je souhaite le partager avec toi pour apaiser ton esprit, mais il me faut être sûr que tu sauras te taire. Je vous le promets, certifia Loken. Le maître de guerre prit une nouvelle gorgée. C'était le Warp, Garviel. Les aficionados de l'univers doivent déjà avoir entendu parler de Warp,
Mais là, c'est la première fois qu'on entend le mot warp et cette notion par la bouche d'Horus. Il nous dit oui, ce qui est arrivé à Jubal, je l'ai déjà vu arriver, c'est le warp. Ouais. Et ouais, effectivement, le warp, du coup, pour nous, en tant que néophytes, c'est une notion qui est un peu obscure, parce qu'on nous explique pas vraiment ce que c'est tout de suite. On comprend que c'est ce qu'ils utilisent pour les voyages à longue distance, que c'est une espèce de dimension parallèle à la nôtre, et que, en tout cas, même eux, dans le lore de Warhammer, même l'Empire ne sait pas vraiment comment est-ce que ça marche vraiment, et qu'est-ce qu'il y a potentiellement à l'intérieur, quoi. C'est ça, ouais. Donc moi, de ce que j'en ai compris, c'est que c'est une sorte de dimension et en même temps d'énergie. Enfin, Mhm. une dimension d'où on tire une énergie et que d'ailleurs on traverse, comme tu le disais, ouais, pour le voyage interstellaire en fait. Ce qui leur permet de se déplacer plus vite entre les systèmes, entre les étoiles, c'est en passant par le warp et en exploitant l'énergie du warp. Bah, c'est ça, effectivement. Mais ouais, c'est quelque chose qui reste obscur très très longtemps. En tout cas, moi, là où j'en suis, je suis en train de lire le tome 2. C'est pas beaucoup plus expliqué que ça, et j'ai pas l'impression que ça, Mhm. en même temps que ça se le sera vraiment dans le futur. Ouais. Mais ouais, effectivement, c'est comme ça qu'Horus essaye de justifier un peu tout ce qui s'est passé, mais tu sens que la conversation n'est pas ouverte, quoi. Genre, même pour les soldats, il faudra se contenter de cette explication-là. Ouais, c'est ça. C'est pas clair, mais en même temps, il le dit pour rassurer un peu Loken. On sait pas. Mais après, comme tu dis, il transpire de cette discussion que on sait pas trop en fait ce qu'il y a vraiment. On sait qu'il peut y avoir des manifestations du warp. On sait qu'il y a une énergie un peu peut-être corruptrice du warp, mais bon, voilà, ça reste flou. Oui, c'est ça, oui. Et du coup, en faisant un peu le tour des affaires de Jugal, Loken trouve un médaillon qu'il reconnaît immédiatement, parce que c'est un médaillon que portent les gens qui vouent tout de même un culte à l'empereur. Du coup, on apprend l'existence de loges au sein des légions, dont au début, Loken a un a priori très négatif dessus, parce qu'il Mhm. voit ça tout de suite comme la présence du culte de l'empereur au sein de la Légion. Et finalement, il va être approché pour rejoindre cette loge. Yes, parce que il se révèle du coup qu'au final il y a des membres de cette loge donc qui prend un peu la forme, on sait pas trop hein, du coup a priori d'une secte slash loge maçonnique, un truc un peu dans l'ombre, des gens qui se réunissent, on sait pas trop ce que c'est, mais finalement on se rend compte qu'il y a des membres qui ne sont pas des moindres Astartes qui ont rejoint cette loge et donc Loken est approché par eux. Bah, effectivement, parce que Loken, ce qui le surprend le plus, c'est que les membres du Mournival sont tous membres de cette loge, en fait. C'est même eux qui vont l'approcher. Et ça va lui remettre en cause ses convictions, parce que lui qui voyait ça d'un œil très négatif, il se dit quand même que si ses plus proches amis et les plus proches conseillers d'Horus font partie de cette loge, c'est que forcément il y a quelque chose de plus intéressant derrière. Et il va être convié à une réunion où on va apprendre que finalement c'est assez loin de ce qu'il imaginait, puisqu'il est, en tout cas pour l'instant, pas question de religion du tout, Non. mais plutôt de se retrouver en tant que frère d'armes et de sympathiser. Je crois même que c'est Aximand qui dit que c'est le seul endroit où les soldats peuvent parler à leurs officiers comme s'ils étaient amis, quoi. Ouais, c'est ça. C'est une organisation quasi totalement horizontale apparemment. C'est une confrérie, on pourrait dire Oui, c'est ça. un rassemblement voilà de frères d'armes. Et on nous fait même comprendre que finalement Horus est au courant et qu'il tolère bien ça, malgré le fait que l'empereur, lui, de peur de voir grandir le culte à lui-même dans ses propres armées, et condamner un peu les loges. Horus, finalement, ça lui pose pas trop de soucis qu'il y ait cette loge au sein de son armée, et même que ses plus proches conseillers en fassent partie, quoi. Ouais. Il a l'air ça a l'air d'être fait avec son aval non dit quoi. Et donc, juste après ça, on passe à la deuxième partie du roman, qui va être très différente de la première partie, puisqu'elle va être beaucoup plus martiale, puisque l'intrigue principale de cette deuxième partie sera le secours qu'il faudra apporter aux Blood Angels, qui est une autre légion de Space Marines, qui sont prises à une invasion qui se passe extrêmement mal.
Ouais, c'est ça. Donc, on a une expédition, une flotte, des Blood Angels qui est en train d'essayer de soumettre une planète apparemment où, bah, ils se prennent la pâtée. Donc c'est une planète totalement différente, de 63-19. Alors là, justement, ça va être intéressant, parce qu'on a vu l'approche, même si ça s'est mal déroulé, de l'Imperium face à d'autres êtres humains. Et là, on va voir l'approche de l'Imperium face à une espèce, xéno, donc non humaine, qui est en plus, pas très amicale. Bah, c'est ça, parce qu'on comprend que ce sont des gigantesques araignées, donc qui sont en plus des machines à tuer, parce que leurs pattes sont acérées comme des lames. Il y en a certaines qui peuvent voler, on l'apprendra plus tard, mais il y en a certaines qui peuvent voler et qui sont donc d'autant plus dangereuses. Elles sont très très rapides, on ne sait jamais d'où elles vont sortir. Et finalement, les Space Marines, tout super soldats qu'ils sont, et ben ils sont bien en difficulté pour assujettir cette planète, quoi. Et les Blood Angels ont donc lancé une sorte de balise de détresse. Et ceux qui sont arrivés en premier sont les Emperor's Children, qui vont être les premiers à arriver sur place et qui vont découvrir qu'en fait, ils sont tous les Blood Angels qui sont descendus sur la planète sont été exterminés, quoi. Ouais, c'est ça. Alors du coup, ouais, on rencontre, par la même occasion, enfin, les Blood Angels, on les rencontre pas vraiment, mais on rencontre en tout cas, les Emperor's Children, donc les enfants de l'empereur, hein, littéralement. Donc on apprend que leur patriarche à eux, leur primarque pardon, c'est Fulgrim. Ouais. Ça va être un personnage, important, par la suite, dans la suite de la série. Et on est introduit à Eidolon, qui est un capitaine des Emperor's Children, un Exactement. peu du même, grade que Loken, hein, du coup, dans la hiérarchie, de cette, légion-là. Oui, c'est ça, puisqu'on comprend en plus qu'il a aussi l'oreille de son primarque. De son primarque, ouais, ouais, c'est ça. C'est un peu, comme un membre du Mournival pour Horus, mais pour, Fulgrim. Exactement. Et un soldat, un Astartes, plus, de base, on va dire, Saul Tarwitz, qui est sur, le terrain d'opération. Donc comment ça s'est passé? Les Emperor's Children sont arrivés en premier sur place, avant les Luna Wolves, d'Horus, et Eidolon, donc le capitaine, de manière un petit peu, on va dire, effrontée, avec une volonté peut-être de s'attirer la gloire, de la rescousse, des Blood Angels, a envoyé tout de suite, sans attendre les Luna Wolves, ses troupes au sol. Et donc on va suivre, notamment ce Saul Tarwitz, sur place, sur, cette planète qu'ils ont dénommée Meurtre. Oui, exactement, ce qui est un nom pas très, très accueillant, mais on comprend vite pourquoi. Et en fait, les Empereurs Soldados vont faire exactement face au même problème que les Blood Angels, c'est-à-dire qu'ils se font massacrer par l'espèce qui vit sur cette planète, si bien que eux-mêmes vont se retrouver dans la merde, en fait, et qu'ils vont devoir attendre que quelqu'un vienne les sauver. C'est ça. Et donc cette mission va revenir, va échoir aux Luna Wolves avec, notamment Torgadon. Je me souviens plus si, les autres membres du Mournival, sont présents ou s'il y a plus d'escouades que ça qui sont envoyées, au sol. Non, il y a que Torgadon normalement qui est envoyé au sol, je crois. Mais avant ça, on voit un espèce d'autre rôle du Mournival, parce que quand Horus et son Mournival débarquent sur le vaisseau amiral des Blood Angels qui orbite autour de Meurtre, Mmh. on comprend que le Mournival tient parfois le rôle de bad cop auprès des autres compagnies, parce qu'ils peuvent se permettre de les remettre à leur place tout en préservant l'image d'Horus Oui, comme ça, d'un lui n'a pas à le extraterrestre. faire. Oui, c'est ça, exactement. Et tu vois là que le rôle du Mournival, il est vraiment assez complexe, quoi. Mmh. Ouais. Et en effet, après, Torgadon est envoyé sur la planète, où il voit l'étendue des dégâts. Il va remettre à sa place le capitaine des Empereurs Children de manière assez vénère, quoi. Ouais. Parce qu'il va très 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 mal lui parler, lui faire comprendre que s'il veut, il peut les abandonner sur la planète et c'est ciao, quoi. Parce que Torgadon, c'est un marin, il peut être un peu, franchouillard comme ça, blagueur, mais c'est quand même un dur, quoi. Il mâche pas ses mots non plus. Il est aussi caractérisé par sa franchise
et par son caractère un peu volcanique aussi, mine de rien. Bah, c'est ça exactement. Et là, c'est l'occasion de le découvrir. Et il va même voir où est-ce qu'il a fauté et quels soldats ont essayé de tenir les rangs pendant que leur capitaine faisait un peu n'importe quoi, puisqu'il va prendre un peu sous son aile Tavitz, et qui lui a heureusement qu'il était là pendant sur Meurthe pour assurer tout ce qui se passe, parce que on l'a pas dit, mais si les Lunavels ont pu descendre sur la planète, c'est que Tavitz a fait abattre des arbres qui provoquent un orage qui empêche les communications de sortir de la planète et potentiellement du coup de se poser sur cette planète. Donc finalement, Tavitz, c'est grâce à lui que toute la situation sur Meurtre va se débloquer. Exactement, oui. Et du coup, là, tout le monde va comprendre que la conquête de ce monde va s'avérer très très compliquée. Et finalement, moi, alors, à titre personnel, je trouvais que c'était un peu le ventre mou du bouquin. Je trouvais que c'était extrêmement martial, qu'on n'apprenait pas grand-chose, hormis effectivement, ce que tu disais plus tôt, que face à des xénos, il n'y avait pas le moindre doute sur le fait qu'il fallait les exterminer. Après, là, c'est quand même des xénos assez particuliers, puisque ils Oui, sont ils très les très ont vénères, pas quoi. accueillis de la meilleure des manières, Ouais. quoi. Ouais, ouais. Et puis il n'y a pas de communication apparemment possible avec eux aussi. Bah non, c'est ça. Ce qui complexifie de toute manière une tâche qui se voudrait pacifique. Donc ouais, on assiste en effet à une extermination un peu des xénos, même si elle est difficile, comme tu dis. Moi aussi, j'ai trouvé ça un petit peu longuet, il y avait un peu moins de rythme. Mhm. Et à part cette réflexion, ouais, sur les 2 différentes approches, quand on est face à des humains ou quand on est face à des xénos, il y a pas grand-chose à en dire de ce passage. Bah, c'est ça, effectivement. Et par contre, on comprend que ce passage n'était qu'une grande introduction à la troisième partie, qui, elle, est beaucoup plus intéressante, Ouais. parce que juste au moment où ils allaient conquérir la planète, ils reçoivent une communication humaine qui les avertit qui les avertit pas d'ailleurs, qui leur dit mais qu'est-ce que vous avez fait? On vous avait dit de pas y aller, en gros. Oui, qu'avez-vous fait? N'avez-vous pas vu les signes ou les Ouais. avertissements? Mhm. Et donc là, c'est une bonne transition, ouais, vers cette troisième partie où moi, mon intérêt a rebondi, hein, Ouais, je moi te aussi. l'avoue. Ouais, moi aussi. Là où je commençais un peu à dire waouh, c'est un peu long. Là, effectivement, ça rebondit parce qu'en fait, on est confronté à une nouvelle civilisation humaine, donc un bout perdu de l'humanité qui a évolué dans son coin. Mmh. Une civilisation qui s'appelle l'Interex et qui a tous les attributs humains, en fait, qui est très très accueillante, qui cherche pas du tout la guerre, qui est pas du tout belliqueuse. Et ça va être Ouais. l'occasion pour tous nos personnages dans cette troisième partie de se demander quel comportement il faut tenir face à eux. Est-ce qu'on obtiendra leur soumission par la force? Est-ce qu'on pourra les intégrer petit à petit à l'Empire? Est-ce qu'on peut les laisser vivre? Mais ce qui serait un peu contrevenir au message de l'Empereur, ce sera ça un peu les enjeux de la troisième partie. Ouais, c'est ça. Et en plus, il s'agit là d'humains qui sont avancés technologiquement. Ouais. Du coup, on apprend que cette civilisation humaine, l'Interex, ce sont eux qui ont confiné en fait les xénos de type arachnéen sur la planète Meurtre. Ils les ont enfermés, c'est comme une immense prison à ciel ouvert où l'Interex, après avoir dominé cette race d'araignées sur plusieurs systèmes, a finalement créé une sorte de réserve où ils laissent ces xénos vivre leur vie entre eux. Oui, c'est ça. Et tu sens que c'est une humanité qui est peut-être un peu plus bienveillante que l'Empire. Dans tous les cas, on se sent un peu, peut-être en tant que lecteur, plus proche parce que déjà, l'art existe dans leur monde parce que ils accompagnent toutes leurs conversations de musique, qui est un peu vu comme le langage universel, ce qui est hyper intéressant. J'ai adoré ça. Ouais. J'ai adoré Mm, mm. ce point de l'Interex, vraiment cette caractéristique de l'Interex. Donc ouais, ils obéissent à une espèce, eux pour le coup, de philosophie, heu, de vie, de communication, de bienveillance comme tu l'as dit, à laquelle je me suis beaucoup plus identifié en effet. Eux ont réussi à communiquer avec ces araignées d'ailleurs. Oui, oui, c'est ça, oui.
Et d'ailleurs, ils vivent en cohabitation avec une espèce extraterrestre et la cohabitation se passe très bien parce qu'elle est totalement intégrée. En fait, c'est presque une fusion de deux civilisations, quoi. Tu comprends l'Interrex. Ouais, c'est ça, ils ont totalement intégré une race différente de l'humanité. Et ça, pour l'Imperium, pour le message, pour la vérité, c'est un problème. Et c'est une divergence de point de vue philosophique qui va avoir du mal à passer. Mais c'est ça, oui. Et puis tu te rends compte qu'en fait, finalement, chaque membre Mournival représente un peu un point de vue sur la question. Et que Ouais, Horus, lui, eh ben, il sait pas quoi faire, il sait pas trancher, quoi. Même lui qui pourtant était persuadé de porter la vérité de l'empereur, et d'un côté, il est partagé par son envie de faire plaisir à son père et de partager la vérité de l'empereur, mais en même temps, il n'a pas forcément envie de faire la guerre à une civilisation qui est pas belliqueuse. Et ça, c'est très cool de découvrir cet aspect-là d'Horus, de voir que Dorus, ouais. lui aussi, bah, il a des doutes. Et c'est pas un personnage ultra belliqueux, quoi. Ouais, c'est ça. Il prend pas son titre de maître de guerre uniquement comme le général d'armée qui va foncer tête baissée et soumettre quoi qu'il arrive. Lui aussi se pose des questions un peu à l'image de Loken. Il est assez proche de caractère finalement de Loken. Ouais, c'est ça, ouais. Et il va même, bah, du coup, finalement, il va trancher plutôt pour essayer de maintenir la paix. Et quand on va lui opposer des réactions, mais c'est pas la vérité impériale, il dira même, non, mais je sais que si mon père était là, c'est ce qu'il dirait. Du coup, il prend quand même un moment sur lui de cette décision, quoi. Donc, il va à la fois à l'encontre de la vérité impériale telle que nous, on la connaît, en tout cas qu'on nous l'a présentée, pour dire, oui, mais aujourd'hui, on est dans des situations différentes. Les trucs, ça Mhm. s'appelait les règles de la vérité impériale, ça s'applique aux xénos ou à l'humanité qui voudrait pas nous rejoindre ou qui est pas assez évoluée. Là, on est face à une vraie civilisation, donc on peut essayer de dialoguer, quoi. Ouais, 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 c'est ça. Du coup, on s'achemine petit à petit vers sans doute la résolution d'une forme d'accord diplomatique, slash peut-être des partages de connaissances. Enfin, on va les prendre plutôt comme alliés à l'extérieur un peu de l'Imperium. Enfin, c'est ce qui se dessine. Oui, c'est ça, c'est exactement ce qui se dessine. Et on va même faire la connaissance de quelques-uns des membres de l'Interrex. D'ailleurs, Loken va se lier, rencontrer un personnage dont j'ai oublié le nom et je l'ai pas noté, qui est un des gardes du chef de l'Interrex, enfin un des dirigeants, une personne importante dans l'Interrex. Et ils vont pouvoir échanger des connaissances et voir que en fait, s'ils n'ont pas le même point de vue sur tout, ils ont des choses à s'apporter l'un à l'autre. Ouais, 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 c'est ça. Du coup, je me souviens plus, c'est à l'occasion d'un sommet, en quelque sorte, d'une rencontre physique entre Horus et des dirigeants un peu de l'Interrex, même si leur structure à eux est plus complexe et il n'y Mm. a pas de primarque ou de roi à qui s'adresser. Je me souviens plus si ça a lieu sur une planète, une planète de l'Interrex. Non, c'est un vaisseau, il me semble. Il me semble que c'est sur Ok, un vaisseau. Ah non, oui, je crois que c'est sur un vaisseau. Il me semble, en tout cas. Puisque du coup, effectivement, ouais, on va avoir cette rencontre diplomatique qui va très vite, très très vite tourner au drame, puisque alors que Loken est en train de parler à son confrère, donc c'est l'occasion pour nous et pour Loken d'ailleurs, qui n'a pas connaissance de ça, de découvrir qu'il y a une force de la nature qui s'appelle le chaos, oui, qui se ultra importante cette conversation. Ouais, c'est clair, ouais. Et moi, je trouve ça passionnant de voir qu'en fait, bah, Loken, il en savait absolument rien, quoi. C'est même pas que c'est considéré comme incroyant d'avoir des pensées comme ça. C'est que vraiment, pour lui, ça n'existe pas. Oui, ouais, ouais, c'est le chaos, point d'interrogation. Ouais, ouais. Ou WTF, qu'est-ce que c'est? De quoi tu me parles? Et ouais, ouais, super important du coup cette discussion entre Loken et son confrère de l'Interrex, enfin sa contrepartie, disons chez l'Interrex, avec qui il discute. Et je me souviens plus exactement dans quels termes son comparse décrit le chaos, mais en tout cas, on comprend qu'il y a plus
on comprend que c'est lié au Warp. Ouais. En gros, il décrit ça comme une force primordiale de l'univers qui était là bien avant l'humanité et je crois qu'il dit un truc genre cette force dansera sur les cendres de l'humanité parce qu'elle l'enterrera ou quelque chose comme ça. Genre en gros, on comprend que c'est quelque chose de immuable qu'on est obligé de composer avec et qui effectivement a un lien assez fort avec le Warp. Ouais. Et là, il y a eu un effet, en tout cas pour moi, un peu, l'Interrex finalement c'est une civilisation limite, supérieure et plus avancée, que l'humanité, de Terra, que l'Imperium. Parce que vraiment dans la discussion, il lui dit: «Ah bon? Vous n'êtes pas au courant? Vous ne savez pas cette vérité, fondamentale à propos de notre univers?» Mm, mm. Bah, moi, je l'ai pas trop compris comme ça. Je l'ai compris depuis comme l'Empire sait que le chaos existe, mais elle le cache à tout le monde, quoi. Genre, il y a l'empereur et ses proches conseillers qui savent que le chaos existe. Et en vérité, c'est un espèce de truc dont il ne faut pas parler. OK, d'accord. Ah bah, c'est marrant. Du coup, on n'a pas vécu, cette révélation, de la même manière. Mais ouais, là, moi, je me suis dit, je les ai un peu vus comme, je sais pas si tu vois, comme les Asgard dans, l'univers Stargate, Ouais, SG1, tu vois? Genre, ils en savent plus que nous, quoi, tu ouais. vois? Ils font partie, des gens, Mm, mm. qui pèsent et nous, non. Ouais. Toujours est-il que à ce moment-là, il se passe quelque chose qui surprend Loken, puisque d'un coup, l'officier qui lui a révélé tout ça se change totalement de comportement et il dit genre j'en étais sûr que je pouvais pas vous faire confiance et tu comprends que là il est en train de se passer quelque chose de très grave mais qui n'a pas de cause a priori en tout cas du côté de l'empire de l'humanité quoi que il y a un espèce de gros malentendu qui est en train de se créer. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, Loken et ce personnage-là, ils sont en train de garder les alentours du palais ou de la salle ou de la zone où va se faire, la réunion Mm, entre mm. les diplomatiques, disons. Et donc l'autre reçoit une communication, j'imagine, qui, le prévient que quelque chose s'est passé. En tout cas, c'est ce qu'on comprend. Et Loken, lui, il n'est au courant de rien. Il dit: «Mais comment ça, on n'a rien fait, j'ai rien fait, qu'est-ce qui se passe?» Oui, c'est ça, oui. S'ensuit un combat où Loken est obligé de mettre hors d'état de nuire son comparse, alors que lui, il a tout fait pour éviter ça. Au début, il veut même pas se battre, quoi. Mais son comparse est vraiment persuadé que finalement l'empire de l'humanité tout entier avait Ouais, de mauvaises n'est pas intentions digne de depuis le début, quoi. confiance. Oui, voilà, c'est ça et ça a l'air, super grave, Ouais. quoi, ce qui s'est passé. Et on devra attendre un petit moment quand même avant d'avoir le fin mot de l'histoire, parce que finalement Loken va devoir rejoindre Horus et le reste des unités des Lunavols qui étaient en délégation sur ce vaisseau-là, parce que c'est en train de dégénérer absolument partout, quoi. D'un seul coup, les membres de l'Interrex sont devenus ultra agressifs et tout porte à croire qu'ils ont une bonne raison de l'être, en tout cas que dans leur esprit, c'est pas gratuit. Oui, dans leur esprit, ils répondent à, une offense ou, quelque chose qui s'est déroulé, une trahison qui aurait été commise en premier par, l'Imperium ou ses représentants, en tout cas. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, il y a un truc que je trouvais marrant, c'est que on voit souvent les membres de l'Interrex avec des arcs, et tout le monde parmi les Space Marines se dit mais ça doit être des armes d'apparat, parce que genre qui utilise des arcs quand t'as des bolters Ouais, ultra à puissants notre et tout ça. époque. Et finalement, les arcs peuvent défoncer les armures Oui, c'est ça. des Space Marines. Les armures invincibles, des Ouais, Astartes, en, je sais plus quel matériau, qui est intransperçable et ben les arcs en question, ça n'en fait qu'une bouchée, quoi. ouais, Ça les transperce ouais, totalement c'est ça. et Oui. on assiste à la mort de plusieurs, Space Marines, comme ça d'ailleurs. Mm, mm. Et du coup, lors de cette scène un peu de fuite du vaisseau pour rapatrier tout le monde qui était en délégation, tu sens que pour Horus, c'est un déchirement, quoi. Tu sens qu'il est vraiment peiné Oui. que ça se soit mal Bah oui. passé. Lui qui voulait, mener des négociations, très diplomatiques et de paix, de coopération, parce que c'est ce qui avait été tranché finalement et c'est ce qu'il voulait lui. C'est ça exactement. Et tu comprends, on t'explique petit à petit qu'en fait, il y a eu un vol qu'aurait commis la Légion d'Horus. En tout cas, un membre de l'Empire de l'Humanité, même si pour l'instant on ne sait pas qui, quelqu'un aurait volé une arme xéno
qui serait pas étrangère au chaos, parce que de la manière dont se passe la scène avec Loken, on comprend qu'en fait, il y a quelque chose de chaotique derrière tout ça, parce que le gars à qui parle Loken dit mais j'en étais sûr que vous connaissez le chaos en réalité. Oui. Vous vous êtes foutu de moi en jouant l'innocent. Et en fait, du coup, peu avant, la délégation avait visité, du coup, un endroit un peu musée dans le vaisseau, où étaient exposées justement, ces dites, armes/reliques qui, de ce que j'ai compris, appartenaient, à l'origine à la technologie, de la race, intégrée à l'Interrex. L'autre race, non humaine que l'Interrex a intégrée à sa civilisation, à sa société. Apparemment, du coup, c'était des reliques de cette espèce-là. Oui, c'est ça, exactement, oui. Mais leur nature est pas ultra claire. En tout cas, pour l'instant, on n'en sait pas grand-chose. On sait que ça a priori, ouais, comme on l'a dit, un rapport avec le chaos, que ça a l'air d'être quelque chose d'assez important au point de vouloir déclencher, enfin de pouvoir déclencher une guerre si on la vole. Donc il y a quelque chose, ouais, d'assez obscur qui demandera à être éclairé, je pense, peut-être un peu plus tard sur qu'est-ce qui s'est vraiment joué à ce moment-là, quoi. Du coup, juste après, on va avoir un peu plus d'éléments de réponse, puisqu'on va suivre un personnage qu'on n'a pas évoqué jusqu'ici, qui s'appelle Erebus, qui est premier chapelain dans la légion des Worldbearers. Alors, ce qui est marrant, parce que chapelain, c'est quand même un terme extrêmement religieux, mais ça, euh, on nous fait encore croire que la religion n'existe pas et tout ça. Mais qui était là aussi pour porter secours à ceux qui étaient en danger sur meurtre, qui sont arrivés par la balise de détresse, et qui petit à petit prend de plus en plus de place dans le conseil d'Horus. Mmh. Et du coup, dans une scène juste après la délégation diplomatique, on le voit un peu errer tout seul dans le vaisseau d'Elina Vols, avec l'objet dont on ne sait pas ce que c'est, mais dont on suppose quand même que c'est l'objet dont il était question dans l'affaire du vol. L'objet de la discorde. Oui, Exactement. ouais, ouais, c'est ça. Et là, moi, j'ai entendu un peu la musique qui faisait pam, pam, pam. Ouais, ouais, c'est clair. Finalement, ce gars-là, ce chapelain des Worldbearers, qui avait l'air d'être quand même quelqu'un de respecté dans la hiérarchie de sa légion, un Astartes comme un autre, mais important, et ben, on se rend compte que c'est sans doute lui qui a créé cette crise terrible, Bah, qui a empêché la résolution pacifique de cette rencontre avec l'Interrex. C'est ça exactement. Du coup, pour l'instant, ses motivations restent totalement inexpliquées, mais tu comprends que, en fait, il va avoir un rôle très important pour la suite, sans doute. S'il a fait ça, tout en sachant les conséquences, c'est qu'il avait un but derrière la tête. Pour l'instant, on ne sait pas si est-ce qu'il avait juste envie que les doutes d'Horus se dissipent et que finalement on fasse la guerre à l'Interrex comme à n'importe quelle autre civilisation, ou est-ce qu'il y avait un autre but encore derrière ça C'est ça, parce que, je crois que du coup, comme c'est un personnage important des Worldbearers, il était présent, lors des conseils un peu de guerre, restreints, autour d'Horus, et il me semble qu'il faisait partie, tout comme Abaddon par exemple, des partisans, moyens chauds, de ce que voulait faire Horus, quoi. Il était pas du côté de ceux qui voulaient, coopérer, paisiblement. Du coup, on se dit peut-être, il a voulu tout simplement, comment dire? Saboter, ces Mhm. rencontres. Bah, c'est ça exactement, oui. Donc ses motivations, ouais, restent pas claires, mais en tout cas, on sait que c'est lui qui est à l'origine de tout ça. Et le livre se termine sur une nouvelle mission qui appelle les... Ah non, d'abord, il y a quelque chose d'assez important. C'est que les Lunavols changent de nom et s'appellent maintenant les Sons of Horus. Donc il y a quelque chose dans maintenant où on sait que ils sont l'incarnation d'Horus, quoi. Ils se substituent presque à l'autorité de l'empereur, quoi.
Bah, disons que, au même titre qu'Horus était un primarque parmi les primarques, le maître de guerre, il fallait, donner aux Luna Wolves, sa légion, hem, un caractère un peu Mmh. différent, un peu à part, des autres légions, et donc c'est pour ça qu'ils prennent désormais ce nom de Sons of Horus. On sait que ce sont bien les fils du maître de guerre, le plus important des primarques. C'est ça, exactement. Et du coup, le livre se termine sur une nouvelle mission qui appelle les Sons of Horus, cette fois-ci, puisque on nous dit que on a besoin de leur intervention sur un monde précédemment conquis, et que ce monde s'appelle Davin. Et moi, en le lisant, je me suis dit, mais ça doit être un truc qui parle aux gens qui connaissent le lore. Oui, Genre, j'ai l'impression que c'était écrit comme un gros cliffhanger, ou c'est ça. ou que nous, on peut pas Genre les comprendre. gens doivent savoir ce qui s'est passé. Il s'est passé quelque chose sur Davin sans Ouais, c'est doute. ça. C'est vrai que ça fait, gros clin d'œil dans cette direction. Mais même en ne connaissant rien de ces événements, à venir, moi ça m'a, un peu hypé. Ouais. Entre la trahison, inexplicable et pour l'instant inexpliquée, obscure, d'Erebus qui dérobe, et qui fait totalement capoter, les relations diplomatiques avec l'Interrex, et le changement de nom en Sons of Horus, et enfin, cette nouvelle mission, qui est à venir, ça m'a bien hypé pour la Ah ouais, suite. bah, carrément, moi aussi, genre la fin du livre, j'ai trouvé très, très, très réussi. Et j'avais aussi hâte de voir, mais qu'en est-il de l'hérésie d'Horus, puisque pour l'instant, Bah il oui, est genre, enfin, c'est celui qui attire le plus la sympathie. En tout cas, moi, j'ai plutôt envie d'être de son côté quand il essaye de maintenir une paix diplomatique et tout ça, plutôt que des autres primarques, ceux qui sont plus belliqueux, militaires. Donc j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va lui arriver à ce bon Horus pour que l'humanité cherche à effacer son nom à ce point-là. moi, du coup, à la fin, pareil, je me suis fait la même réflexion que toi, et je me suis dit: «Peut-être que ce qui sera vu comme une hérésie est quelque chose avec laquelle, on sera en accord, nous, Ouais. enfin, avec nos valeurs, notre compas, entre guillemets, Mm, «moral» à mm. nous». Je ne sais pas. Ouais, ouais, carrément, ouais. Mais du coup, ouais, ça donne très très envie de lire la suite. Ce qui tombe bien parce que c'est ce qu'on va faire. Eh oui. Et bon, bah, du coup, on a un peu, donné notre ressenti au fil de l'eau, sur Mm, ce mm. premier tome. En même temps, il y a beaucoup de notions, on découvre tous les personnages, on a essayé, d'expliquer au mieux notre compréhension à nous, et d'expliquer au mieux pour des gens qui, n'y connaîtraient pas grand-chose et qui débarqueraient, dans l'univers, en même temps que nous. Donc on a un peu donné nos ressentis au fil de l'eau, au fil, du livre et des chapitres. Mais après, n'hésitez pas, à nous dire, si, vous préférez qu'on résume dans une première partie tous les événements du livre, et puis qu'après seulement on débriefe, entre nous sur ce qui nous a marqué, et cetera. Là, moi, de mon côté, j'ai pas de ressenti que j'aurais laissé de côté, au fil de l'eau. Qu'en est-il, Marceau, de ton côté? Est-ce qu'il y a des thèmes qu'on n'a pas abordés, dont tu aimerais parler maintenant? Non, j'ai l'impression qu'on a été plutôt exhaustif. Effectivement, c'était assez lourd comme premier tome et comme premier épisode, je pense, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de notions à aborder. Donc, je pense que les épisodes suivants seront peut-être un peu plus légers en termes d'explications et tout ça. Mais effectivement, je pense que c'est pas mal de donner son ressenti au fil de l'histoire. Et du coup, on pourra se retrouver pour le prochain tome, le deuxième, qui s'appelle Les Faux Dieux et qui nous promet encore bien des choses. On a à nouveau hâte d'y être. C'est ça. Et on vous dit au revoir en attendant. N'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous et à donner vos ressentis. S'il y a des choses qu'on a mal compris, à nous l'expliquer. S'il y a des choses n'importe quelle remarque, en fait, que vous voulez faire, n'hésitez pas à nous les partager et on les prendra en compte. Merci à tous. Merci tout le monde, salut! Salut.